donc ce cours, en fait, ce programme, il est venu à exister euh, il y a quelques années. Évidemment, la mort, la fin de vie et la mort, c'est un sujet qui est très présent dans le bouddhisme, qui est quelque chose de très important. Mais il y a quelques années, en fait, notre directeur spirituel, Amazopa Rinpoche, que vous avez en photo là, aussi derrière, je pense, mais c'est lui qui est en photo ici. Alors qu'il était ici au cours d'une retraite, a été très étonné parce que une de ses étudiantes en fait est venue le voir et son père venait de mourir et elle était vraiment prise au dépourvu. Elle savait pas quoi faire pour l'aider. Elle savait pas quoi faire en fait. Au moment de la mort de son père. Et donc Rinpoche a dit c'est pas normal, il faudrait que tout le monde sache, soit éduqué à ce sujet, à la fois pour soi-même, puisque soi-même se préparer à la mort, c'est quelque chose d'important, et à la fois aussi pour aider les personnes au moment de mourir, et aussi après la mort, comment en fait on peut aider les gens spirituellement. C'est comme ça que ce programme a vu le jour. Donc nous allons parler de la vue un peu, quelle est la vue bouddhiste au sujet de la vie et de la mort, parce qu'en fait quand on parle de la mort, évidemment on parle aussi de la vie. La mort c'est pas quelque chose de séparé, la vie et la mort c'est un tout. Donc quand on pense à la mort, si on parle de la mort, on parle aussi de la vie. Donc nous allons parler un peu de l'explication un peu générale bouddhiste à ce sujet-là. Aussi comment la mort est considérée dans le bouddhisme, et aussi donc comment s'y préparer et comment aider les autres à s'y préparer. Donc la plupart dans ce programme est prévu pour 3 jours. Vous connaissez les horaires, je pense, de 10h à 13h et de 15h à 17h. Et donc pendant ce temps-là, donc moi je vais vous exposer un enseignement, et aussi il y aura des périodes de questions-réponses, et il y aura aussi pas mal de périodes de méditation. On va faire beaucoup de méditation. Toutes les méditations qu'on va faire sont rassemblées dans un dossier qui vous sera remis. Donc vous aurez un dossier qui contiendra toutes les fiches de méditation qu'on va faire. Et aussi sûrement des méditations qu'on ne va pas avoir le temps de faire, parce qu'en fait je ne pense pas faire toutes les méditations qui sont incluses dans le dossier. Donc pour commencer, en fait, je pense que nous pouvons faire un peu de méditation justement, pour nous préparer à ces sessions. Donc nous allons commencer par quelques minutes de méditation pour calmer l'esprit, pacifier l'esprit, pour le rendre plus ouvert. Et donc pour commencer, donc en ce qui concerne la posture est très importante pour la méditation. La méditation, c'est quelque chose qu'on fait avec l'esprit, mais en fait l'esprit ou la conscience, c'est quelque chose qui est lié au corps. Les deux fonctionnent ensemble dans une certaine mesure, et donc la façon dont on tient le corps influe sur la façon dont on peut tenir aussi l'esprit. Je ne vais pas aller dans les détails de la posture, mais le point le plus important de la posture, c'est d'essayer d'avoir le dos droit. Gardez le dos droit. Si vous êtes sur une chaise, c'est bien. Si possible, essayez de ne pas vous appuyer sur le dossier, d'essayer de vous tenir par vous-même. Sur une chaise, donc vos pieds sont bien à plat au sol. Vous pouvez vous servir d'un coussin sur la chaise et aussi sous vos pieds, de façon à être bien confortable. Pas trop confortable quand même.
Donc normalement, en ce qui concerne les mains, normalement on met les mains dans différentes traditions de méditation, il y a différentes postures. Ce qu'on fait ici, normalement, pour les mains, on met la main droite dans la main gauche, comme ça. Les pouces se touchent légèrement et donc de façon naturelle sur les genoux. Ce que vous pouvez faire aussi exactement, c'est si vous ne pouvez pas rester assis sur le coussin tout le temps, vous pouvez, comme vous faites, vous asseoir, quelquefois vous asseoir sur le coussin, quelquefois avoir une chaise à côté, au cas où la posture serait trop difficile, vous asseoir quelquefois sur une chaise, quelquefois sur le coussin. C'est très possible aussi. Donc cette posture des mains, essayez-la. Si c'est vraiment très inconfortable, vous pouvez aussi mettre les mains sur vos genoux si vous voulez, sur les cuisses. Vous pouvez essayer. On tient les mains comme ça. Les bras sont arrondis, c'est-à-dire pas contre le corps, mais pas trop arrondis non plus, juste un petit peu. Les épaules détendues. La tête est comme ça, c'est-à-dire pas penchée. La tête n'est pas penchée, mais le menton est légèrement rentré. En fait, on sent comme si on était suspendu par le sommet de la tête, presque. Et la respiration se fait naturellement. Ce qui veut dire en fait qu'on n'intervient pas au niveau de la respiration. On la laisse se faire sans intervenir, sans la contrôler. Donc les yeux, très souvent, quand on commence à méditer, on trouve que c'est plus facile de fermer les yeux. Et vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, mais en fait, c'est mieux si vous pouvez laisser les yeux au moins un peu ouverts, laisser un peu de lumière rentrer. Ceci, c'est pour empêcher en fait de se détendre trop et de finir en fait par s'endormir. Donc l'attitude à la fois physique et mentale dans la méditation, c'est d'être détendu, mais pas trop. On est détendu, mais en fait on est aussi très alerte. À la fois physiquement, on se tient droit, et mentalement, on essaie d'être très conscient, d'avoir une conscience très éveillée et vive. Donc ici, ce qu'on fait, ce qu'on va faire pendant quelques minutes, on va être juste conscient, essayer d'être juste dans le moment présent. Et dans le moment présent, je suis assise, mon corps est assis là sur ce coussin, sur cette chaise, dans cette pièce. Je suis en train de respirer. Donc toutes les préoccupations qui vous occupent d'habitude, qui ont trait la plupart du temps au passé ou au futur, à ce qui va se passer. Donc tout ça, nous l'avons laissé dehors. Tout ça, nous l'avons laissé au parking. Et nous essayons donc de nous concentrer juste sur cette expérience dans le présent. Donc pour ancrer l'esprit dans le présent, nous pouvons garder notre attention juste sur le corps.
c'est-à-dire vous sentez votre corps de façon générale. Essayez de sentir s'il y a des sensations particulières. Dans certaines parties du corps. Donc, ça peut être des tensions dans certaines parties du corps ou des sensations de chaleur ou de froid ou de picotement ou n'importe. À ce moment-là, vous les notez tout simplement. Vous notez juste leur présence. Donc, si au cours de la méditation, vous trouvez que vous commencez à penser, que votre esprit s'éparpille, que vous pensez à autre chose, que votre esprit est ailleurs. Donc quand vous vous en rendez compte, gentiment, vous le ramenez sur l'objet de la méditation, qui ici est le corps. Donc, et la respiration. Donc, portez votre attention sur le mouvement de la respiration dans l'abdomen. Donc au niveau de l'abdomen, il y a un mouvement de l'abdomen qui monte et qui descend. C'est une sensation physique qui monte et qui descend avec l'inspire et l'expire. Donc essayez d'identifier juste cette sensation. Essayez donc juste de garder votre esprit, votre attention sur ce mouvement. Essayez d'en suivre toutes les parties, tous les instants donc de ce mouvement. De façon précise, sans trop, en gardant une certaine légèreté quand même. Et donc dans cette méditation, ce que nous essayons de faire, en fait, c'est d'être tout simplement. Donc c'est quelque chose de très simple. Simple, ce qui veut dire en fait paisible. Mais en même temps, notre conscience est éveillée. Grâce à la précision de l'attention qui est sur la sensation
dans l'abdomen. Une autre façon de bien se préparer aussi pour ce week-end et particulièrement donc pour cette session de ce matin, c'est d'engendrer une bonne motivation, une motivation positive. Dans tout ce que nous faisons, la qualité de notre action, c'est-à-dire notre action d'être ici aujourd'hui, d'écouter, de réfléchir, de méditer. Dans la qualité de cette activité va dépendre en fait de notre état d'esprit et du pourquoi en fait nous nous engageons dans cette activité. Et donc nous essayons de donner à cette activité une certaine ampleur pour qu'elle soit le plus bénéfique possible. L'ampleur dans cette activité, en fait, c'est une intention altruiste. Si ce que nous faisons est juste pour notre propre bonheur, non, c'est quelque chose qui est considéré comme limité. En fait, si nous pensons que tous les êtres sont pareils, tous les êtres comme moi cherchent le bonheur, cherchent à éviter la douleur, la souffrance, à se débarrasser de leurs problèmes. Donc fondamentalement, nous sommes tous pareils. Et de plus, nous avons le même droit au bonheur. Il n'y a aucune raison pourquoi quelqu'un devrait être heureux et quelqu'un d'autre ne devrait pas être heureux. Donc le bonheur des autres est aussi important pour eux que mon propre bonheur l'est pour moi. Et leur souffrance leur fait aussi mal que ma propre souffrance me fait mal à moi. Et comme il n'est pas possible non plus d'être heureux tout seul, puisque nous partageons notre vie avec les autres. Donc les autres, certains étant plus proches et d'autres étant plus lointains,
Nous sommes cependant tous interdépendants, nous dépendons tous les uns des autres. Et donc comme ça serait merveilleux si tous les êtres possédaient le bonheur et la cause du bonheur. Comme ça serait merveilleux si tous les êtres étaient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Et donc c'est pour participer à réaliser le bonheur de tous que je m'engage dans cette activité ce week-end et cette session ce matin. Merci. Donc la mort, c'est un sujet en général dont on n'aime pas parler. Hein. C'est un sujet un peu tabou. Hein. En fait, on peut se demander pourquoi, puisqu'en fait, c'est quelque chose de qui doit arriver à tout le monde. Tout le monde doit mourir. Hein. Et même avant que cela nous arrive à nous, hein, nous devons faire face à la mort de nos proches, à la mort autour de nous. Et donc, c'est un fait. Hein. Donc, est-ce que ça serait pas mieux, en fait, d'aborder la mort de façon ouverte, avec une certaine ouverture, et de l'accepter, hein, au lieu de en fait, le nier ou essayer d'éviter le sujet. Donc, en général, donc, la mort est associée à la souffrance. Hein. C'est vrai que la mort fait partie de la souffrance, hein, puisque c'est un peu la fin de tout ce que l'on connaît dans cette vie. Et donc c'est un moment où on doit se séparer de tout ce qu'on connaît dans cette vie.
Et donc, souvent, on associe la mort à une expérience douloureuse, déprimante, terrible. Mais ça n'est pas obligatoirement le cas. Il y a beaucoup de gens qui meurent, en fait, sans difficulté, sans peur ou sans douleur. Donc, la mort n'est pas forcément quelque chose de difficile ou de négatif. Donc, l'expérience de la mort, ça peut être quelque chose aussi de très inspirant. Ça peut être un moment privilégié, puisqu'en fait, c'est un moment de lâcher prise, c'est un moment d'abandon, qui donne donc de grandes ouvertures aussi, qui peut donner lieu à des expériences qu'on ne fait pas d'habitude, parce qu'on est vraiment ancré dans certaines habitudes ou une façon limitée de voir les choses. Donc l'impermanence et la mort, penser à l'impermanence et la mort, c'est quelque chose qui peut nous faire lâcher ces façons limitées de penser et nous donner une certaine ouverture aussi pour réfléchir. En face de la mort, on est aussi en face des questions sur la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Quel est le sens de la vie? On est un peu en face de ces questions qui sont très importantes et que l'on oublie souvent parce qu'on est très affairé à des questions beaucoup plus limitées, temporaires. Donc je vais vous lire l'extrait d'une lettre qu'une dame qui s'appelait Inta Makim. Inta Makim, c'était une dame australienne qui était, pendant un certain temps, elle a été directrice d'un de nos centres en Australie et elle est morte d'un cancer en 1997. Et avant sa mort, elle avait écrit une lettre à la Mazopa Rinpoche, qui était son maître spirituel. Et donc, dans la lettre, elle dit « Bien que je sois proche de la mort, c'est le moment le plus heureux de ma vie. Pendant longtemps, tout semblait si difficile. Mais au moment où j'ai reconnu et découvert la mort, la vie est devenue pur bonheur. Je souhaite que personne ne manque cette occasion de profiter de sa mort. Que personne ne manque ce bonheur extrême qui vient d'avoir reconnu l'impermanence et la mort. C'est une telle surprise, c'est complètement inattendu et très joyeux. C'est le plus grand bonheur de ma vie, l'événement le plus marquant, la plus grande fête. » Donc, donc, évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde a cette expérience pendant la mort, au moment de la mort. Mais bon, si je vous lis ça, c'est pour montrer un témoignage, en fait, ce témoignage de cette personne-là, pour dire qu'en fait, c'est possible. C'est possible, si on est préparé, en fait, de mourir de façon positive et constructive, de faire de la souffrance en général, de faire de la mort en particulier, une expérience positive, inspirante. Donc il y a des histoires similaires de personnes, par exemple de lamas ou de moines, de nonnes ou même de personnes ordinaires, de laïcs, en fait, qui font face à la mort, qui font l'expérience de la mort avec sérénité, avec beaucoup de dignité. Dans le bouddhisme tibétain aussi, vous avez peut-être entendu parler, la mort, on l'expliquera davantage au cours du week-end. La mort, c'est un outil particulier pour les personnes qui se sont entraînées pendant leur vie et qui sont à ce niveau-là, en fait, pour méditer. Parce que ce qui se passe au moment de la mort, en fait, c'est que les éléments grossiers, lorsqu'on vient à la vie, en fait, il y a une évolution au niveau physique et au niveau mental d'éléments
plus subtil vers le grossier. Ce qu'on appelle, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental, on dit on a un corps et un esprit grossier et subtil. Et ce qui se passe au moment de la mort, en fait, c'est que les éléments les plus grossiers se dissolvent pour rendre plus manifestes les éléments plus subtils. Et donc c'est ce qui se passe aussi au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit. Et c'est pour ça que cet instant de la mort, pour des personnes qui sont entraînées, qui se sont entraînées, cet instant de la mort est une opportunité en fait de manifester de façon très particulière et claire ces états d'esprit les plus subtils et de les utiliser. En fait, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la claire lumière. Donc, on expliquera un peu plus parce que je suppose demain matin on arrivera à décrire ce processus de la mort, ce processus de dissolution. Et qu'est-ce qui reste au moment de la mort? Ce qui reste au moment de la mort, c'est un état d'esprit le plus subtil. Et c'est un outil très particulier pour méditer. Et donc les gens qui sont les yogis, les yoginis qui sont vraiment entraînés peuvent utiliser ce moment particulier pour méditer. Et c'est quelque chose de très spécial. Et donc c'est comme ça que l'on voit par exemple certaines personnes qui sont entraînées, qui restent en méditation après la mort pendant des jours ou même des semaines. C'est-à-dire que cliniquement, ils sont morts, mais d'après le bouddhisme, ils ne sont pas encore complètement morts, puisque la conscience n'a pas complètement quitté le corps, mais la conscience est toujours dans le corps, mais à son niveau le plus subtil. Donc il n'y a aucune manifestation vitale, mais le corps ne périt pas. Le corps il n'y a aucun des signes post-mortem. Donc ça, on en parlera un peu plus ce week-end. Et donc certains restent en méditation pendant et après la mort. Donc ça, c'est vraiment un cas où des gens sont vraiment bien préparés, ont une bonne connaissance, une bonne maîtrise, un bon contrôle de leur esprit et du processus de la mort. Donc ça reste déjà des personnes qui ont un certain niveau. Mais même si on n'est pas à ce niveau-là, il est possible en fait, avec une certaine préparation, de mourir de façon positive et constructive. Donc si on utilise nos pensées, nos attitudes par rapport à la mort, c'est quelque chose d'important pour voir si notre attitude, notre approche de la mort est quelque chose de sain, de constructif. Donc comment nous sentons-nous par rapport à la mort? Quel genre d'attitude nous avons? On peut dire qu'il y a deux attitudes extrêmes. Les attitudes extrêmes, d'un côté, c'est la peur excessive, être frappé de panique par rapport à la mort, avoir tellement peur qu'on en vient en fait à éviter le sujet complètement. Donc éviter d'y penser, éviter d'en parler, ou donc penser que la mort c'est la fin, c'est l'annihilation complète, et donc être paniqué, donc éviter complètement le sujet, éviter d'en parler. L'autre attitude extrême, on pourrait dire, c'est un peu la désinvolture, une insouciance exagérée, une insouciance un peu naïve, désinvolte, en se disant qu'il n'y a pas de souci à se faire, que ça va bien se passer, que ça arrive à tout le monde, c'est pas grand chose, c'est naturel, c'est pas la peine de s'en faire trop, de s'en préoccuper. Et donc là aussi il y a un certain déni ou un certain refus de reconnaître que la mort c'est quelque chose de grave, d'important, et qu'il faut aussi y penser. Donc important donc d'accepter la réalité de la mort, d'apprendre à gérer nos peurs, de les maîtriser, d'être prêt en fait quand la mort arrive. Donc essayer d'avoir plus de connaissances, parce que finalement
on a peur souvent de ce qu'on ne connaît pas. Hein. Et si on connaît un peu le phénomène, ça va nous aider à avoir moins peur. Et donc, connaître aussi le processus de la mort, le phénomène de la mort, qu'est-ce que cela implique, hein, quel est l'enjeu, en fait, au moment de la mort. C'est quelque chose, en fait, qui va aussi nous la faire prendre au sérieux, hein, qui va éviter, en fait, la désinvolture, et qui va nous montrer aussi, si on a cette attitude trop désinvolte, qui va nous montrer en fait que c'est quelque chose d'important, qu'il faut s'en préoccuper et c'est important de s'y préparer. Ne pas prendre en fait comme allant de soi le fait que la mort va bien se passer forcément. Si on ne s'y prépare pas et si aussi on ne fait pas éventuellement face à la mort et face à la peur de la mort aussi, directement, hein, essayer de gérer ces aspects-là. J'étais assez impressionnée tout à l'heure, je dois dire aussi, sans vouloir juger, mais que la plupart d'entre vous n'ont pas passé la ligne avec la question si vous avez peur de la mort. Hein. Je ne me rappelle pas exactement, mais apparemment il y avait très peu de personnes qui disaient que vous aviez peur de la mort. Donc ça, se dire oh j'ai pas peur, tout va bien se passer, ou être désinvolte, donc ça peut être vrai, hein, ça peut être vrai que en fait on est prêt et on n'a pas de raison d'avoir peur de la mort, hein, parce qu'on est prêt à faire face et on est prêt à faire face, on y a déjà bien pensé, etc. C'est possible, hein, mais ça peut être aussi un déni ou une attitude un peu naïve. Hein. Donc, qu'est-ce que le bouddhisme dit à propos de la mort? Donc, la mort, c'est un aspect naturel, inévitable de la vie. Hein, ça n'est pas un échec, ça n'est pas une erreur, ça n'est pas une punition. Donc, on parle de l'impermanence. Hein. Dans le bouddhisme, on parle de l'impermanence. L'impermanence, c'est la nature de toutes les choses. Hein. C'est donc les changements. Hein. Il y a deux niveaux d'impermanence. Il y a le niveau grossier et il y a le niveau plus subtil d'impermanence. Au niveau grossier, l'impermanence, c'est les changements de la matière après de longues périodes, hein, ou après une certaine période. Donc c'est des changements qu'on voit directement. On n'a pas la peine d'y réfléchir, c'est quelque chose qu'on voit. Par exemple, les fleurs. Hein. Les fleurs sont belles, elles ont éclos, hein, elles ont fleuri, et bon, elles vont finir par se faner, c'est quelque chose de naturel. L'impermanence, par exemple, au niveau des saisons, l'hiver est terminé, maintenant on est au printemps, mais c'est quelque chose qui va passer, hein, qui va se transformer, et donc qui va donner lieu à l'été, qui lui-même va passer, se transformer, donner lieu à l'automne, etc. Donc tout finit par passer. Hein. Donc les gens naissent, hein, on voit des êtres qui naissent, qui vont grandir, ils vont finir par devenir vieux et par mourir s'ils arrivent à la vieillesse. Hein. Il y en a beaucoup qui meurent aussi avant. Hein. Donc on voit que les maisons s'écroulent éventuellement. Hein. La peinture se craquelle, les voitures tombent en panne. Hein. Nos choses se cassent éventuellement et finissent par ne plus fonctionner, etc. Donc tout est de cette nature. Et ceci pourquoi, en fait, ces phénomènes, cette impermanence grossière, hein, que l'on peut voir, le fait que les choses changent et finissent par se transformer, par disparaître, cela est sous-tendu par l'impermanence plus subtile, hein, c'est-à-dire par les changements subtils, et donc que l'on ne voit pas forcément, les changements imperceptibles de la matière et les changements subtils de l'esprit, de la conscience. Et donc c'est cette impermanence subtile qui soutient un peu l'impermanence grossière. Hein. Pourquoi on voit les choses, les gens mourir, pourquoi on voit les gens mourir, pourquoi on voit les choses se casser? C'est parce que à partir du moment où les choses sont produites, viennent à exister,
hein, à chaque instant, en fait, elles vont vers leur destruction. Pourquoi? Parce que par nature, elles sont impermanentes. Par nature, elles sont impermanentes. C'est-à-dire que dans la cause même, tout ce qui est produit, produit, ça veut dire ce qui vient à exister par le jeu de causes et de conditions, de choses qui sont réunies et qui donnent. Les choses, elles n'existent pas par elles-mêmes, toutes seules, comme ça. Elles ne viennent pas exister. Par exemple, un être ne vient pas exister comme ça, là. Tout d'un coup, on a un bébé là. Un bébé, ça se fait. Il y a un corps, il y a un esprit. Que ce soit un bébé, que ce soit n'importe quoi. Que ce soit une table, que ce soit un gâteau au chocolat. C'est mon exemple préféré. C'est pas quelque chose qui apparaît comme ça. C'est quelque chose qui apparaît parce qu'il y a beaucoup de causes et de conditions qui sont rassemblées, qui font que tout a été réuni pour avoir ici ce superbe gâteau au chocolat qui n'est pas là. Donc c'est ça qu'on appelle produit. Donc les choses, elles n'ont pas le pouvoir de se maintenir par elles-mêmes. Elles viennent de causes qui sont elles-mêmes impermanentes, qui ont le potentiel, le pouvoir de les produire. Mais du fait que ces causes elles-mêmes sont instables, ce produit, il est dans cette nature aussi, d'instabilité, d'impermanence. Ça veut dire qu'à chaque moment, les choses changent et sont différentes, se transforment à chaque instant. Donc on peut dire rien n'est vraiment stable, rien n'est vraiment solide. On voit les choses comme si elles étaient stables et permanentes, comme si elles étaient toujours pareilles. C'est une de ces vues fausses. On dit qu'on est affligé de certaines vues fausses. Une vue fausse dont on est affligé, c'est la vue de la permanence. C'est-à-dire on a l'impression que les choses sont toujours pareilles, qu'elles ne bougent pas, qu'elles ne changent pas. Je suis toujours pareil. Mon ami, mon conjoint, les gens qui sont autour de moi, c'est toujours les mêmes. La maison, c'est toujours la même d'un jour à l'autre. Mais si on regarde, et c'est quelque chose qui est corroboré par la science, si on regarde la réalité de la matière, la science démontre que si on regarde la réalité de la matière est faite de quoi? De molécules, d'atomes, de molécules, et même au niveau subatomique, donc de quartz, etc. Donc je ne connais pas les détails, mais si on regarde vraiment la matière avec des outils perfectionnés, tout ce qu'on voit, c'est des particules en fait. Oui, des molécules qui se déplacent avec beaucoup d'espace. Donc ça, c'est la nature des choses, la nature de l'impermanence. Donc la mort, en fait, c'est un aspect d'impermanence grossière. À un moment donné, quelqu'un est là et à un autre moment donné, l'autre moment, la personne est morte, est partie. Mais bon, c'est pas quelque chose qui se passe comme ça. On se dit, oh, elle était là, elle est vivante, elle n'est plus là. Mais c'est quelque chose, en fait, qui est là dès le départ, quelque part. C'est la nature des choses. C'est la nature de tout. Donc c'est la nature des êtres humains qui viennent à exister et qui finissent par disparaître. Et donc cette nature, elle existe dès le moment de la conception des choses, dès le moment de leur naissance, dans cette nature. Dès le moment de leur naissance, ça veut dire que rien n'est ajouté pour que la destruction se produise. Les causes de la destruction, elles sont déjà dans les causes de la production. Donc à ce niveau-là, c'est un aspect inévitable, c'est la nature des choses, c'est quelque chose de naturel à ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut rien y faire et qu'il convient d'accepter les choses telles qu'elles sont. De quoi on parle ici? En fait, on parle d'essayer de ne pas souffrir, ou de souffrir moins, ou si c'est possible, de ne plus souffrir du tout. Donc un premier pas, c'est déjà de voir la réalité des choses et de l'accepter telle qu'elle est. Donc le Bouddha a dit, notre vie est comme une goutte de rosée, comme une bulle, comme un éclair dans le ciel, rien ne dure. Donc toute accumulation finit par se disperser. Tout ce qui est élevé finit par s'effondrer. Tout ce que l'on construit finit par s'écrouler. Les rencontres mènent inéluctablement à la séparation.
et la vie s'achève par la mort. Donc notre vie est en fait comme une cascade qui dévale une montagne. Donc la vie des êtres ne cesse de s'écouler, comme la cascade qui tombe. Elle ne se suspend à aucun instant. C'est pas comme si notre vie, elle s'écoule, et inéluctablement, elle diminue. Et elle va vers la mort, comme une cascade. La cascade, c'est impossible de la figer, de dire arrête, arrête un peu avant de descendre. Donc c'est pareil pour notre vie. Notre vie s'écoule comme un cours d'eau, comme une cascade. Nos naissances et nos morts s'apparentent au rôle de théâtre. C'est-à-dire nos naissances et nos morts sont comme des rôles de théâtre. On rentre en scène, on joue un certain rôle, et ensuite on sort, et ensuite on re-rentre, comme une autre personne, ainsi de suite. Donc il n'y a pas aucune immobilité. Donc les choses changent constamment. Donc où que nous soyons, l'endroit est impermanent. Donc tout ce que nous utilisons est impermanent. Dans la nourriture, les boissons, notre sommeil est impermanent, nos biens sont impermanents, nos proches sont impermanents, nos amis, notre famille, notre situation, la célébrité. Une bonne situation, c'est quelque chose d'impermanent. Une mauvaise situation, c'est aussi quelque chose d'impermanent. Donc nos idées, nos paroles, nos opinions, tout ça c'est quelque chose qui est impermanent, qui ne se tient pas. Donc c'est important d'accepter la réalité et d'accepter la mort. Donc penser à la mort et accepter la mort, peut-être on peut se dire, bon, c'est quelque chose, en général, les gens n'aiment pas penser parce que c'est quelque chose qui nous rend triste. On a peur que ça nous rende déprimés, on a peur que ça nous déprime. À la limite, presque on a peur que ça la fasse venir plus vite. On se dit, si on y pense comme ça, peut-être ça apporte la poisse. Peut-être que ça va pas m'apporter de la chance, ça apporte pas de la chance. Et peut-être ça va me faire mourir. Donc tout ça, c'est des superstitions. Au contraire, en fait, si on arrive à réfléchir à la mort et à en faire de la mort, de la pensée de la mort, de l'impermanence, quelque chose, une part intégrante de la façon dont on vit notre vie, c'est quelque chose qui peut enrichir notre vie. C'est quelque chose qui peut nous donner une autre perspective sur la vie, et principalement, en fait, c'est quelque chose qui peut mettre notre vie en valeur. C'est quelque chose qui met notre vie en valeur parce qu'on va comprendre que cette vie, on ne va pas la prendre comme allant de soi. C'est quelque chose qui nous est donné pour un certain temps et pas pour longtemps. Et donc, et en plus, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc, plus on développe cette pensée de l'impermanence, plus en fait, on va être motivé à vraiment profiter de notre vie, mais dans le sens de donner un sens à notre vie. Comment on peut utiliser au mieux notre vie. Donc, quelles sont les priorités aussi. Revoir nos priorités, parce que souvent on passe notre temps à beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très importantes. Donc en fait, c'est quelque chose qui va enrichir notre vie. Donc, d'après le bouddhisme, donc la mort c'est quelque chose de naturel ça fait partie, c'est la nature des choses, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et c'est aussi, la mort ça n'est pas la fin, c'est un passage vers une autre vie.
Donc, on parle de la renaissance ou de la réincarnation, comme vous le savez, dans le bouddhisme. Donc, on explique ça de la façon suivante. On peut dire que, en tant qu'être humain, on est fait d'un corps et d'un esprit, conscience. Donc, on peut dire on a deux phénomènes, deux choses en fait, qui sont réunies, qui est une partie matérielle, qui est notre corps. Donc ça, on connaît parce que c'est quelque chose de matériel, donc c'est quelque chose qu'on voit. Le corps, d'où il vient, ça c'est quelque chose qu'on peut aussi retracer. Notre corps, il vient donc de l'union donc des cellules sexuelles de nos parents, qui se sont développées en fonction de certaines conditions, causes et conditions, et donc l'évolution qui donne en fait un embryon, un fœtus, un être vivant, qui s'est développé au fur et à mesure grâce à des conditions telles que l'air que nous respirons, la nourriture, etc., qui s'est développé au corps que nous avons aujourd'hui. Avec ce corps, dont le corps c'est quelque chose de matériel, donc c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut mesurer, en même temps que ce corps, on dit qu'on a une conscience ou un esprit. Donc, ici, quand je dis esprit ou conscience, c'est la même chose. On dit esprit, conscience, quelquefois on parle aussi de courant de conscience. Courant de conscience, ou le continuum de la conscience. Donc, la conscience est définie comme quelque chose qui est clair et connaissant. À quoi elle nous sert, cette conscience? Elle nous sert à connaître, c'est-à-dire à sentir, à faire l'expérience des choses. Donc, on dit la conscience ou l'esprit, c'est quelque chose de clair, dans la mesure où c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Donc, on a peut-être tendance à penser, vu aussi notre éducation, on a tendance à penser que ce qui existe est forcément quelque chose qui est fait de molécules, avec une base moléculaire. Mais la conscience, c'est pas comme ça, c'est pas quelque chose de matériel. Donc, ça n'a pas de base physique. Donc, comme ça n'est pas quelque chose de matériel, c'est pas quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut percevoir avec les sens, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer comme la matière. Donc, on dit que c'est une entité ou un phénomène qui est clair et connaissant. Clair, ça veut dire que la conscience reflète les choses qu'elle connaît. C'est comme un miroir. La clarté, l'aspect clarté veut dire que l'esprit va prendre l'aspect de la chose qu'il connaît. Et donc, par exemple, je vois ces fleurs, c'est une expérience. L'expérience, on peut connaître à travers les organes des sens, et on peut connaître aussi donc, notre connaissance, l'expérience de la conscience. La conscience, en fait, c'est l'expérience aussi. Toutes nos expériences, des choses que l'on connaît. Donc, on connaît à travers les 5 sens. Donc, en voyant les choses, en les entendant, en les sentant, en les goûtant, en les touchant. Et aussi en y pensant avec ce qu'on appelle l'organe mental. Donc, qui est en fait cette conscience ou ce continuum, c'est-à-dire ce courant de conscience qui est fait de moments de conscience, puisqu'à chaque instant, nous sommes conscients en fait. À chaque instant, nous faisons une expérience, l'expérience d'être conscient. Donc quand on parle de l'esprit de la conscience, c'est pas simplement l'intellect, c'est aussi, ça englobe aussi toutes les sensations, les émotions, et juste le fait d'être conscient, en fait. Donc, que ça soit le corps ou la conscience, ce sont des phénomènes impermanents. Donc, que ce soit le corps ou la conscience, ce sont des phénomènes impermanents, c'est-à-dire ce sont des phénomènes qui changent à chaque instant et qui viennent aussi de leur cause, qui sont produits, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils viennent de leur cause spécifique qui se transforment en cette chose-là. Donc, au niveau physique, on peut bien voir quelles sont les causes qui donnent le corps, et au niveau mental, quelles sont les causes qui donnent la conscience.
la cause de la conscience, on dit, c'est un moment précédent de conscience. Donc, la cause de quelque chose doit être de la même nature que cette chose, hein, et doit être dans le même continuum. Hein. Ce qui veut dire, pour avoir une table en bois, par exemple, je ne sais pas si elle est en bois, celle-là, voyons. Non, elle est pas en bois, elle est en plastique ou en métal. Mais bon, je préfère le bois. Pour avoir une table en bois, hein, la cause substantielle, il y a beaucoup de causes et conditions pour avoir cette table. Hein. La cause substantielle qui se transforme dans la table, c'est le bois, c'est un arbre. Hein. Après, les différentes causes, il y a la personne qui a coupé l'arbre, hein. Il y a l'air, il y a tous les nutriments en fait, qui ont nourri cet arbre. Hein. Les causes et les conditions, elles sont infinies. Hein. Il y a la personne, les outils qu'elle a utilisés pour faire la table, etc. Donc les causes et les conditions, si on régresse, hein, c'est infini. Mais la cause substantielle de cette table, c'est du bois. Hein. Donc c'est un arbre. C'est pas n'importe quel arbre. Hein. C'est pas l'arbre qui est dehors. Hein. C'est l'arbre particulier dont le bois a fait cette table. Hein. Ce qui veut dire que la cause est de même nature. Hein. C'est du bois. Et c'est la cause, c'est le bois qui est dans le continuum de cette table, pas un autre bois. Hein. Donc au niveau de la conscience, hein, la façon dont on explique les choses dans le bouddhisme, c'est ça, c'est l'interdépendance. D'où viennent les choses? Elles viennent de leur cause et de leur condition. Hein. Donc au niveau de la conscience, c'est pareil. Hein. La conscience, c'est un phénomène impermanent. Elle doit venir d'une cause qui est de même nature et qui est dans le même continuum. C'est-à-dire que la matière ne peut pas la matière qui n'est pas claire et connaissante ne peut pas donner un phénomène mental qui est clair et connaissant. C'est-à-dire qu'un moment de conscience, ce qui crée un moment de conscience, sa cause substantielle, ce qui devient ça, c'est un moment de conscience précédent, hein, etc. Par exemple, si on réfléchit maintenant, hein, si on médite ou si on réfléchit sur notre conscience ou notre esprit, cette expérience d'être conscient à un moment donné, on va voir que c'est comme un fil en fait, hein, ou que c'est comme une rivière, ou c'est comme un peu ce mala, hein, ce rosaire avec des graines qui se suivent les unes et les autres, hein, ou comme l'eau d'une rivière qui fait la rivière, hein, mais qui défile tout le temps. Et en fait, si on se concentre sur notre expérience de conscience, hein, sur notre conscience, on voit que ces expériences à chaque instant, ça change à chaque instant. Hein. À chaque instant, je suis conscient. Et cette conscience, elle vient d'où? Elle est liée dans un continuum au moment précédent. Par exemple, ma conscience maintenant, mon expérience de maintenant, elle est liée à l'expérience que j'ai eue quand je suis rentrée dans cette pièce. Hein. L'expérience quand je suis rentrée dans cette pièce, elle est liée à l'expérience quand je suis montée ici au château, hein, quand je suis venue ici. Elle est liée à ce matin quand je me suis réveillée, qui est liée. Donc en régressant, on peut arriver comme ça au moment de la conception, hein, quand on appelle la conception donc de la formation d'un être, hein, physique. Et au moment de cette conception, il y a eu, à un moment donné, une conscience. Hein, parce que cet être, qu'est-ce qui fait l'être en fait? Qu'est-ce qui fait un être? C'est l'union d'un agrégat, d'une partie physique avec une partie mentale. Hein. Et ce moment de conscience dans l'embryon, il est venu d'où? Hein. Obligatoirement, il doit venir d'un moment de conscience précédent qui est dans la même lignée, hein, dans le même continuum. Donc pareil au moment de la mort. Au moment de la mort, en fait, c'est la séparation de la conscience du corps. C'est ça, la mort. Hein. C'est le moment où la conscience quitte le corps. Le corps, on voit sa progression, qu'est-ce qu'il devient, hein. Il se désintègre, il se défait, hein. Il périt. Hein. Et la conscience, qu'est-ce qu'elle fait? Dans le moment de la conscience, au moment de quitter le corps, elle ne s'arrête pas comme ça. Hein. Elle donne son résultat à un moment de conscience futur. Hein. On ne peut pas dire qu'un phénomène s'arrête comme ça sans donner son résultat. Hein.
C'est comme si mon gâteau au chocolat, hein, donc il est venu de nombreuses causes et conditions, hein, maintenant il est là, hein, mais il ne disparaît pas comme ça. Hein, il ne devient pas rien sans donner son résultat. Hein. Son résultat, ça va être, je vous laisse réfléchir, hein, on va le partager, il va aller dans la bouche, hein, et donc il y a un processus qui continue, hein, de transformation. Donc quand on pense aux vies passées et futures, on pense à ça, hein, de cette façon-là, au niveau logique. Hein. Sinon, donc au niveau des preuves des vies passées et futures, hein, c'est difficile de montrer des preuves, hein, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas prouver quelque chose que ça n'existe pas non plus. Hein. C'est pas parce que on n'a pas ne pas voir, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pas prouver que ça n'existe pas. Donc pour ça, si ça vous intéresse, il y a pas mal de documents, hein, de personnes en fait. Il y a des documents, il y a un livre aussi qui s'appelle 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation. Donc c'est dans la bibliographie. Hein, de Ian Stevenson. Donc il y a des études qui ont été faites à différents endroits, hein, de personnes. En fait, c'est des cas qui suggèrent la réincarnation, ce qui veut dire en fait des phénomènes qui sont très difficiles à expliquer autrement que par la réincarnation. Hein. Donc c'est le cas de personnes qui se sont souvenues, qui ont eu des souvenirs de vie passée, hein, et qui ont été prouvés, hein, qui ont été prouvés comme étant vrais. Hein. Donc il y a par exemple une dame qui s'appelle Helen Pickering, hein, Helen Pickering, qui était une Australienne, donc juste pour vous raconter un peu en bref l'histoire, hein, elle était australienne et elle se souvenait d'avoir été un monsieur, un médecin en Écosse, je crois, qui s'appelait le docteur Burns, B-U-R-N-S. Si vous regardez sur Internet, bon, surtout si vous parlez anglais, si vous tapez Helen Pickering, ou des noms comme ça, des cas qui sont reconnus, vous allez trouver de la documentation. Et donc, elle se souvenait être tel médecin, hein, au début du 19e siècle, dans une certaine partie en Angleterre ou en Écosse. Hein. Et en fait, elle a pu dessiner, hein, elle a pu dessiner la faculté de médecine, etc., où elle exerçait. Et donc, elle a été, je pense, avec un chercheur et aussi des témoins. Elle s'est rendue dans cet endroit, hein, et arrivée là, je pense qu'on l'a amenée dans la ville et elle savait où elle se trouvait, elle a pu trouver l'endroit elle-même, elle a pu décrire aussi comment les choses étaient à cet instant-là, à cette époque-là. Hein. Elle a pu dire par exemple que là il y avait une porte et que maintenant la porte n'était plus là, elle a pu décrire l'endroit en fait à cette époque-là, ce qui a été confirmé en fait par les archives. Hein. Et donc ça c'est un cas, mais il y a plusieurs cas comme ça. Hein. Il y a aussi un monsieur qui s'appelait Arthur Flowerdew en Angleterre aussi, et ce monsieur il avait des visions où il voyait un désert. Hein. Et un jour en fait à la télé, il a vu un documentaire sur une ancienne cité en Jordanie, la cité de Pétra en Jordanie. Et en fait il a reconnu que c'était l'endroit de ses visions. Alors, il voyait des soldats, il voyait des constructions, etc. Et donc, ce monsieur, il s'est fait connaître. Je crois que la BBC s'est intéressée en son cas. Et donc, on lui a fait faire un voyage là-bas en Jordanie. Et donc, en étant sur place, il a pu
il a reconnu les lieux, il a pu décrire aussi à quoi les choses servaient, etc. Il a reconnu même l'endroit où il est mort, où il était soldat, etc. Donc apparemment, il y a beaucoup de cas comme ça qui sont documentés, des faits qui ont été prouvés. D'ailleurs, je regardais hier, c'est intéressant, j'ai regardé sur Internet, il y avait un site, mais c'est en anglais, qui disait si le cas de la réincarnation devait passer en justice, on aurait toutes les preuves. Il y aurait beaucoup de preuves où on serait obligé de reconnaître. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des phénomènes qui sont très difficiles à expliquer autrement que par la réincarnation. Donc, c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. Si vous êtes intéressé, il y a des ouvrages, particulièrement cet ouvrage de ce docteur, en fait, qui est un psychiatre américain, qui est un ouvrage assez récent. Donc, d'après le bouddhisme, donc, la mort, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Donc, la conscience continue son voyage, on pourrait dire. Et donc, la conscience, de subtile qu'elle est au moment de la mort, cette conscience très subtile ou très subtile, c'est la base en fait pour la reconstitution d'états plus grossiers de substance qui peuvent donc fonctionner en relation avec un corps. Ce que je veux dire aussi au niveau de la conscience, est-ce que, peut-être je vous pose la question, est-ce que tout le monde est convaincu ici que la conscience, ou pas, que la conscience est un phénomène différent du corps et qu'il peut éventuellement fonctionner séparément du corps? Est-ce que quelqu'un a des doutes à ce sujet? Vous avez des doutes, d'accord? Ok. Parce que, bon, quelquefois, juste, bon, parce que je veux pour vous donner quelques raisons en plus, c'est vrai qu'au niveau scientifique, on ne parle pas d'une conscience ou d'un phénomène mental séparé du corps. En fait, même au niveau de la psychologie, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est l'esprit ou la conscience, on peut dire. Il n'y a pas une définition très claire. On ne sait pas trop ce que c'est. Et on a tendance, au niveau scientifique, à considérer la conscience ou l'esprit comme un sous-produit du corps, particulièrement du système nerveux. Parce que, en fait, c'est vrai que des réactions, par exemple, mentales, ou par exemple des sentiments, de l'amour, par exemple, une expérience, une expérience mentale. Quand je dis mentale, ça veut dire de l'esprit. Donc ça ne veut pas dire rien que forcément quelque chose d'intellectuel ou au niveau des pensées, mais c'est aussi au niveau des sensations, de notre expérience, par exemple de l'amour, d'un sentiment d'amour. C'est vrai que ce sentiment d'amour, il peut être associé à des réactions chimiques ou physiques au niveau du cerveau. Ce qui peut amener à dire, oui, mais l'esprit, c'est un sous-produit du corps. Mais il faut bien voir quand même que ce sentiment d'amour, on ne peut pas le limiter à des réactions physiologiques. Même si un certain sentiment d'amour se traduit ou se produit en même temps que certaines réactions au niveau cérébral, par exemple, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a deux phénomènes qui sont associés, mais on ne peut pas réduire ce sentiment d'amour. Un sentiment d'amour que je vis, par exemple si vous êtes amoureuse, et cette réaction électrique ou chimique au niveau du cerveau, c'est des phénomènes différents. Donc il y a un lien, mais ce sont des choses différentes. C'est pas du tout la même chose.
quand je vis un certain sentiment. Hein. Donc, cette expérience, c'est quelque chose qui n'est pas physique, qui n'est pas matériel. Hein. Et même s'il y a un lien avec certains phénomènes physiques, hein, c'est un phénomène en soi-même radicalement différent. Hein. Pas complètement isolé, pas indépendant, hein, mais complètement différent, hein, qui ne se voit pas, hein, qui ne se mesure pas. Hein. Je peux mesurer les réactions du cerveau, mais je ne mesure pas l'amour. Donc vous pouvez y réfléchir. Donc toujours est-il que il est 11h30. Peut-être on peut faire... vous voulez un quart d'heure de pause, hein? Peut-être on fait un quart d'heure de pause, si vous voulez. Hein? Et non. Comme ça, vous pouvez prendre un thé. Hein? Vous pouvez vous détendre un peu. On se retrouve dans un quart d'heure. D'accord.